Rebonjour, nous sommes toujours avec le camarade Pierre Komorov. Nous nous sommes quittés sur une question simple concernant les sujets d'actualité. Tu as évoqué la situation française post-électorale, ce qui nous a amené à d'autres sujets et nous avons coupé l'interview alors que tu voulais aborder un autre sujet d'actualité qui est l'inflation. Oui, tout à fait. Alors je vais essayer d'être plus rapide et plus direct que la dernière fois que lors de la première vidéo. D'abord, la question de la vie chère, oui, c'est un moment fort de l'actualité. C'est un sujet qui est inhérent et propre au capitalisme. Marx, il explique qu'on peut modéliser l'économie capitaliste entre la demande de biens de consommation d'un secteur 1 et la demande de biens de production d'un secteur 2. Et que ces deux demandes, elles se servent mutuellement de débouchés, ces secteurs-là, mais surtout que l'équilibre, la réalisation de l'équilibre entre ces deux secteurs est presque à peu de chances d'être spontanée. Et donc ça, c'est une des raisons principales et permanentes de l'instabilité du mode de production capitaliste et de vie chère, de prix et d'inflation. Donc premièrement, c'est ce que je voulais dire avant tout. Ensuite, il y a plusieurs facteurs qui expliquent l'inflation aujourd'hui. Il y a la reprise économique suite à la période de crise sanitaire. Il y a aussi des pénuries qui sont liées à des difficultés dans la chaîne d'approvisionnement, justement à cette reprise. En même temps qu'il y a encore des foyers dits de Covid et donc des blocages de production dans certains pays comme la Chine. Enfin, il y a aussi l'Ukraine. Ça, beaucoup ne voient que ce facteur-là, donc la guerre en Ukraine. Mais, avant tout ça, ce sont des multifacteurs. Le fruit de l'inflation et de la vie chère, ce sont les spéculateurs et ce sont les profiteurs. Ce sont les lois du capitalisme et du développement du capitalisme, de son développement au stade impérialiste, qui sont la cause de la vie chère. Le résultat, c'est la misère croissante dans les couches populaires. Ce sont des luttes, des grèves, des révoltes même. En Turquie, c'est 80% d'augmentation, l'inflation c'est 80% sur un an. Je ne sais pas si on peut imaginer. En Grande-Bretagne, c'est 10%. Et le PIB, après avoir stagné, est en baisse. En France, c'est actuellement autour de 7%. Et donc, le gouvernement Macron-Borne a été obligé de tenir compte, en partie, de ces souffrances-là, mais en partie seulement. Et de répondre par une loi qui vient de passer récemment, on en a parlé lors de notre première interview. Mais cette loi, c'est une réponse partielle aux souffrances, incomplète. Rien que sur l'augmentation qui est faite par exemple aux fonctionnaires, c'est 3,5%. Donc on voit qu'il manque 3,5%. C'est une baisse en fait de pouvoir d'achat de 3,5% à nouveau pour les fonctionnaires. Pour les entreprises dans le privé, c'est au bon vouloir des patrons et des propriétaires des entreprises. Donc on sait ce que ça peut donner. D'autres mesures sont en fait des formes d'attaque de la sécurité sociale et d'affaiblissement de la sécurité sociale. Ce serait trop long d'y revenir dessus. Et même la redevance télé qui est soi-disant dans ce package de lutte contre la vie chère, la fin de la redevance TV, donc contribution audiovisuelle publique, est une forme d'arnaque. Et là, ce serait peut-être un peu long d'aller dessus aussi. Donc nous avons des actes de lutte. Nous avons des actes de lutte contre la vie chère. Nous avons lancé une campagne contre la vie chère, avec un site qui est dédié. C'est une campagne large qui veut rassembler toutes les victimes de la vie chère, toutes les victimes du capitalisme, car pour nous, cette campagne, elle se situe dans une campagne plus générale, accusons le capitalisme, nous l'appelons ainsi, et qui vise à démontrer que la source de tous les maux, c'est le capitalisme. Ce sont les lois du capitalisme. Alors nous, bien sûr, dans ces mots d'ordre que nous proposons, que nous mettons à disposition, ces axes de lutte, nous sommes intéressés par des axes de lutte qui vont avoir un caractère révolutionnaire, qui vont par exemple s'attaquer à la question de la propriété
ou de l'État bourgeois, qui sont deux questions fondamentales pour une révolution. Si vous pouvez, je pense, le voir ici derrière moi, il y en a quelques-uns de ces axes de lutte. Vous l'avez sur le site aussi. Il y a aussi une pétition nationale en ligne. Si je prends des axes de lutte qui, comme je vous l'ai annoncé, essaient d'attaquer soit la propriété, soit l'État bourgeois, on a par exemple contre le parasitisme de l'appareil d'État, des réceptions à l'Élysée, des institutions bourgeoises jusqu'à l'État. Donc ça concerne les départements, les régions, les agences, les conseillers, les cabinets ministériels, le Parlement. Nous avons aussi la dénonciation et la fin des dépenses publicitaires, dont le but est de faire acheter et non de répondre aux besoins, et la mise en place d'un droit à l'information sur les produits. Bien sûr, il y a l'augmentation générale des salaires, mais nous voulons aussi des axes de lutte qui vont, par exemple, développer le collectivisme. Quand nous mettons que nous sommes pour l'organisation, pour le lancement de coopératives d'achat de quartier, de mise en commun des outils et de matériel. Ça, ce sont des éléments qui peuvent, par exemple, nous aider à nous retrouver ensemble, nous organiser, à nous donner l'habitude de faire ensemble et de décider par nous-mêmes, alors que le capitalisme, c'est tout le contraire. On ne décide jamais de rien. Et quand on décide de quelque chose, on nous tend, on nous oblige ou nous amène à essayer d'éliminer celui qui est à côté, l'enfoncer pour nous en sortir individuellement. Il n'y a qu'à voir tous les jeux qui sont les jeux télé qui sont sur ce thème de l'élimination de l'autre pour en être le vainqueur. Donc voilà, on appelle à nous, c'est notre façon de lutter contre la vie chère, de contribuer à cela et dans une idée large. On peut ne pas être évidemment adhérent du Parti communiste révolutionnaire de France, mais participer à cette campagne contre la vie chère. Nous en avons d'autres qui essaient de mettre en avant l'alliance nécessaire entre les paysans et les ouvriers. Par exemple, quand nous disons contre le parasitisme des intermédiaires capitalistes, pour que les productions soient directement accessibles aux consommateurs, et que les dettes des petits et moyens agriculteurs doivent être annulées. Voilà, bon, vous pourrez aller sur le site et voir ce qu'il en est plus précisément. Je pense que c'est tout à fait intéressant. Dans les sujets d'actualité, tu ne mets pas l'environnement. Si, bien sûr, il faut l'y mettre rapidement encore, puisqu'on essaie d'être un peu plus rapide sur cette vidéo. C'est ce qu'on m'a demandé dans le format. Les incendies, par exemple. Les incendies de cet été. On parle beaucoup des canadaires. Donc des canadaires et des manques de canadaires. D'ailleurs, Macron et son gouvernement disent qu'il va répondre. Il va augmenter le nombre de canadaires, en partie. Mais il y a aussi les moyens humains, dont on ne parle pas. Les moyens humains, et là, on n'a pas trop de réponse. Il y a une question sur laquelle aucun commentateur ne s'étend, et notamment dans les grands médias, c'est la question de l'entretien des forêts. Pourtant, on sait qu'il n'y a pas que le bon sens des habitants qui sont autour des zones forestières qui habitent dedans. Ce bon sens-là dit déjà que le problème principal, c'est le mauvais entretien des forêts et qui se dégrade. Oui, l'entretien des forêts, c'est aussi un aspect relevé par les scientifiques comme un des éléments fondamentaux des déclenchements des incendies, de leur propagation et de leur rapidité. Mais pourquoi ils n'en parlent pas? Parce que là, on touche à un problème qui touche au fond du capitalisme. C'est que les forêts, l'entretien des forêts est mis à mal, est bridé, comprimé, rendu impossible par la propriété privée des forêts. Et en plus, en France, par son caractère éparpillé, il y a plus de 3,5 millions de propriétaires de bouts de forêt. Donc voilà que c'est une des causes, que la cause, là encore, la cause de nos malheurs, c'est le capitalisme, et que le socialisme-communisme, qui lui propose que les bois et les forêts deviennent propriété sociale, propriété de toute la société, permettrait une production et une rationalisation de l'entretien de la forêt avec du collectivisme et avec donc une science, une possibilité de voir ça globalement. Là, on voit encore la supériorité que pourrait nous amener une société socialiste communiste. Il y a d'autres sujets qui sont venus là récemment avec les ONG qui nous parlent en effet du jour de dépassement et qui mettent en avant la baisse de consommation de viande ou le gaspillage alimentaire.
Mais qui sont les responsables? Ces ONG ne disent pas, n'abordent pas le sujet de à qui la faute. La bourgeoisie et l'idéologie bourgeoise nous dit que la solution est dans faire le tri, être éco-responsable. Nous ne les avons pas attendus pour ça. Et qui sont les mieux placés? Nous sommes mieux placés qu'eux pour faire ça. Et parce que nous le faisons. Mais cet hiver, est-ce que c'est normal qu'il y ait 20% de foyers en France qui coupent le chauffage? Est-ce que c'est normal qu'il y ait des foyers qui superposent les couches de pulls pour ne pas avoir froid, ou que parce que éventuellement il fait plus chaud dans son lieu de travail, il reste tard le soir pour profiter du chauffage et retarder le plus possible la venue dans leur logement? Est-ce qu'on parle aussi des gaspillages est-ce que ces ONG parlent aussi du gaspillage par millions de tonnes de nombreux produits, et pas qu'alimentaires? Et les lois du capitalisme, est-ce qu'elles sont abordées par ces ONG? Non. Or, c'est l'anarchie de la production, les lois de l'anarchie de la production et de la concurrence, de l'accumulation du capital, de la loi du profit maximum, qui sont des lois du capitalisme, le fétichisme de la marchandise, l'aliénation du travail. Donc on voit là que la cause de nos problèmes, sont les lois du capitalisme. Tant que nous n'aurons pas résolu la contradiction principale entre d'un côté le fait que tout ce que nous produisons, c'est social, c'est-à-dire que ce sont des millions d'hommes, des gens en interaction entre eux qui vont produire les richesses, qui vont produire, fabriquer ce dont on a besoin, tant que d'un côté ce sera social la production et que de l'autre côté ces richesses elles seront accaparées parce que c'est la loi par les propriétaires des terres, des usines, des entreprises, tant qu'il n'y aura pas cette contradiction qui sera résolue. Et comment elle est résolue? Par le fait que la propriété elle devient sociale, elle devient celle de tous, donc aussi de ceux qui produisent. Tant qu'on n'aura pas mis en concordance ce sujet-là, on ne résoudra ni les crises économiques, ni la destruction de l'environnement, ni les guerres, ni aucun des malheurs auxquels l'humanité est confrontée. Par exemple, si je prends un autre exemple qui est connu, c'est l'obsolescence programmée. Eh bien, en URSS, eh bien, je me rappelle très bien qu'il y avait beaucoup d'émissions qui se moquaient, en général, de ces soviétiques qui avaient toujours la même télévision, ou qui avaient toujours la même radio, ou qui avaient de très vieux meubles, ou de très vieilles voitures. Mais il n'y avait pas beaucoup de voitures. Hein. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait, pas cette idéologie de l'obsolescence programmée, qui est d'ailleurs théorisée par les capitalistes eux-mêmes. Eh bien oui, on pouvait réparer sa radio indéfiniment. On trouvait de quoi? On pouvait réparer sa télé même, on pouvait faire réparer sa télé. Là je prends des objets vraiment du quotidien. Voilà, on avait ces possibilités-là. Les jumelles, quand on les avait achetées, si on avait envie de jumelles, quand on les avait, on pouvait les garder toute sa vie, pendant plusieurs générations. Donc là, on voit bien, c'est le capitalisme, encore une fois, qui bride, qui empêche les sciences, les technologies, la recherche, l'utilisation populaire et à fond de nos connaissances pour l'épanouissement de chaque être humain dans son environnement. Et on voit comment le socialisme communiste en est une réponse. Oui, on a besoin d'un monde sans capitaliste. Par contre, un monde sans travailleurs est impossible. Alors, je crois que j'avais dit que, on voit que ça aborde un peu la situation internationale, mais ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble et on essaie, je crois, de faire court. Mais la situation internationale, on avait dit qu'on aborderait ce sujet-là. Sur la situation internationale, oui, elle est en phase aiguë, en phase de concurrence croissante et de lutte croissante pour les marchandises et pour les voies de communication. Et ça, ça amène à toutes les tensions que vous connaissez aujourd'hui, notamment les tensions interimpérialistes, la guerre en Ukraine, qui continue de cristalliser l'attention de toute la communauté internationale, mais il n'y a pas que ce conflit-là. Donc c'est un conflit interimpérialiste, je ne vais pas avoir le temps de développer, c'est trop long, ça serait trop long là si on va partir à nouveau sur une vidéo. En tout cas, ce sujet-là de la guerre en Ukraine a permis de tester les positions des organisations communistes en France et au niveau international. Nous sommes d'accord avec les thèses de Lénine, enrichies par les mutations contemporaines de l'impérialisme et du capitalisme, confirmées et non pas
qui viennent déformer ou contredire les thèses de Lénine. Les thèses de Lénine qui disent que l'impérialisme, c'est le capitalisme des monopoles. Je renvoie à notre texte sur l'Ukraine, de 8 pages environ sur notre site, mais aussi à un autre texte de 8 pages aussi, sur l'Union européenne. Et là, on pourra voir, vous verrez, les contradictions inter-impérialistes actuelles. Dès que vous découvrirez comment la Chine, quelles étaient les relations de la Chine avec l'Ukraine, par rapport à la guerre en Ukraine, avant que le conflit ne se déclenche. Ou les positions de la France en Méditerranée, mais autour de la mer Noire. Peut-être aussi que vous verrez que c'est pas aussi binaire, et pas aussi cloisonné que certaines l'imaginent. Pour finir, je dirais qu'on a aussi sur ce sujet-là signé, on est les seuls en France à avoir signé une déclaration proposée par le KKE, le Parti communiste de Grèce, par le Parti communiste des travailleurs d'Espagne, le PCTE, par le Parti communiste de Turquie, le PCT, et par le Parti communiste du Mexique. 41 organisations ont signé ce texte, et 30 organisations de jeunesse. Vous pouvez le trouver sur notre site. Vous pourrez voir aussi sur notre site une déclaration récente des mêmes organisations, KKE, PCTE, PCT et PCM, sur justement la situation du mouvement communiste international, au vu des différentes positions. Pour finir, peut-être que moi j'ai envie de dire qu'il y a Intervention communiste numéro 171 qui va sortir, et qui aussi a 12 pages, un encart de 12 pages, un cahier d'été en fait, à l'intérieur, sur ces thèmes-là, Ukraine, sur les impérialismes, sur la Chine. Donc n'hésitez pas à le commander pour 2 euros, ou à vous abonner pour 20 euros pour toute l'année, ou 10 euros si vous êtes privé d'emploi ou si vous êtes ou étudiant. Voilà, moi peut-être que je terminerai sur ça, j'espère pas avoir été trop long, puisque je ne sais pas si j'ai pas failli quand même, puisque ma mission était de faire court cette fois-ci. Nous informons d'ailleurs nos téléspectateurs que si vous posez des questions ou demandez des précisions ou autres dans les commentaires de la vidéo, nous pourrons même faire une autre interview pour vous répondre directement.